Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabrice Marais, guide conférencier et créateur du site internet châteaulaloire.fr. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte du célèbre château de Beauregard. Ici, nous ne sommes qu'à une douzaine de kilomètres de Blois et je peux vous garantir que si vous aimez l'histoire de France, alors vous allez adorer le château de Beauregard. Entrons directement à l'intérieur du château pour y découvrir la magnifique galerie des portraits. Le visiteur qui entre ici pour la première fois est ébloui par la richesse du décor intérieur. Cette galerie de 26 mètres de long ne compte pas moins de 327 portraits. Elle a été entièrement réalisée au XVIIe siècle par un certain Paul Hardier. Passionné d'histoire et sentant venir l'heure de la retraite, cet homme réalise son rêve et demande à des peintres copistes de réaliser les portraits des personnes les plus célèbres du XIVe au XVIIe siècle. Mais par modestie, il oublie de commander son propre portrait. Les portraits ne sont pas la seule richesse de cette galerie. Au-dessus de notre tête, le plafond à la française est couvert d'une peinture bleue que l'on obtient à partir de poudre de lapis lazuli. Aujourd'hui, cette pierre est considérée comme semi-précieuse, mais au XVIIe siècle, le lapis lazuli est 7 fois plus précieux que l'or. Sous nos pieds, une armée en marche sous Louis XIII a été peinte sur 5600 carreaux de Delft. Paul Hardier fut en effet ministre des rois Henri IV et Louis XIII. Pour les guides, aujourd'hui, la tâche est rude. Difficile en effet, comme Paul Hardier, de connaître l'histoire des 327 personnages présentés ici. Mais surtout, parmi tous ces illustres personnages, lesquels choisir ? Quelques portraits attirent l'attention des visiteurs. En premier lieu, on remarque les visages connus. Jeanne d'Arc, bien sûr. Quand Paul Hardier raconte l'histoire de Jeanne d'Arc à ses hôtes, il nous la montre telle que vous la voyez aujourd'hui sur ce portrait. Jeanne d'Arc est une guerrière. Elle ne sera considérée comme une sainte qu'à partir du XXe siècle, béatifiée en 1909 et canonisée en 1920. Mais quand Paul Hardier nous raconte l'histoire de Jeanne d'Arc, il la dépeint comme une guerrière, aux traits durs, au regard froid et à l'armure rutilante. Jeanne d'Arc a profondément marqué l'histoire de notre région. Notons sa première rencontre à Chinon avec Charles VII. Elle traverse ensuite Tours, où elle sera pourvue de cette merveilleuse armure, rassemble ses troupes à Blois et libère la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais le 8 mai 1429. Avec ses portraits, Paul Hardier ne nous raconte pas seulement l'histoire de France, mais celle de l'Europe tout entière. Un peu plus loin, une autre jeune femme attire notre attention. Très différente de Jeanne, celle-ci est féminine, charmante. C'est la reine d'Angleterre. Anne de Boleyn est la seconde épouse d'Henri VIII. Anne et sa sœur, Marie Boleyn, vont passer une partie de leur jeunesse à Blois. Et c'est à la cour de France qu'elles vont recevoir une éducation française, si raffinée, dont certains critiqueront les mœurs légères et dissolues. Une éducation qui les rendra irrésistibles aux yeux d'Henri VIII. Malheureusement, le roi Henri VIII est un personnage assez sombre. Et Anne de Boleyn fut décapitée en 1536 à la Tour de Londres. Ce drame historique a servi de cadre à un film, Deux sœurs pour un roi, film sorti en 2008 dans lequel on retrouve la belle Anne de Boleyn, jouée par la magnifique Nathalie Portman. Le rôle de sa sœur, Mary, est interprété par l'éblouissante Scarlett Johansson.
Le portrait du dessous a peut-être aussi retenu votre attention. C'est Thomas More, célèbre écrivain, humaniste, philosophe. Lui non plus, il n'a pas eu beaucoup de chance avec le roi Henri VIII. L'humaniste sera lui aussi décapité en 1535. Un bien triste sort pour l'auteur de l'Utopie, qui était le nom d'une île où il a imaginé une société idéale. L'utopie, c'est l'étymologie du mot actuel. Tout près de notre ami anglais, on retrouve son collègue français, dont le visage nous est si familier. C'est François Rabelais. Né près de Chinon, il fut beaucoup plus chanceux que Thomas More, car il bénéficiait de la protection du roi François Ier. Un roi qui apprécie et trouve très amusant ses romans comme Gargantua ou Pantagruel. Son utopie, à lui, ne se situe pas sur une île, mais dans une abbaye, l'abbaye de Thélème. Une abbaye dont l'architecture s'inspire directement de celle du château de Chambord. Rabelais nous encourageait à briser l'os et sucer la substantifique moelle d'un livre ou d'une œuvre de l'esprit afin d'en découvrir le sens caché. Briser l'os et sucer la substantifique moelle. Voilà une expression qui aurait beaucoup plu à ceux qui sont présentés dans la seconde galerie de portraits qui se trouve juste à côté. C'est la galerie des portraits de chiens. Voilà une galerie de portraits qui ne manque pas d'humour. On y rencontre les chiens de stars, d'hommes politiques, de personnalités aussi diverses que le chanteur Renaud, le président Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, le chien de Stéphane Bern et bien sûr le maître des lieux. Petit coup de cœur personnel pour le chien d'une autre très belle actrice, française cette fois-ci, Isabelle Adjani. L'exposition du photographe Antoine Schneck est à la fois amusante et très insolite. La visite de la première galerie des portraits est passionnante. Mais qu'en pensent les visiteurs ? J'ai voulu leur poser la question. Un château à découvrir, ça vous a plu ? Oui, c'était très bien. Ça vous a plu ? Vous recommandez aussi aux gens de venir à Beauregard ? Le parc est sublime aussi. Ouais. D'accord. Et la leçon d'histoire est passionnante. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, dame. Au revoir, bon séjour. Après le départ des visiteurs, profitons d'un moment de solitude dans la galerie pour réfléchir au sens caché, à la substantifique moelle de ce château hors du commun. Paul Hardier était avant tout un humaniste, un homme tourné vers les autres. Avec sa galerie des portraits, il nous raconte non seulement l'histoire de France, mais aussi une partie de l'histoire de l'humanité. Une humanité qu'il nous montre dans toute sa diversité. Et c'est cette diversité qui fait toute sa beauté. C'est peut-être le premier trésor de Beauregard, celui d'un patrimoine culturel exceptionnel. Mais les visiteurs l'ont bien compris. Il existe un autre trésor à Beauregard. Il se trouve dans le parc. C'est celui d'un patrimoine naturel extraordinaire. Dans le parc de Beauregard, vous verrez que l'on continue à apprendre bien des choses et que l'humour est toujours au rendez-vous. Dans les jardins, on retrouve les portraits du château et à chaque portrait correspond une couleur. Ici, c'est la couleur orange du prince d'Orange. Puis vient le violet, la couleur du deuil portée par la reine Marie de Médicis. Dans l'ivresse des parfums et des couleurs, à force de déambuler dans ces jardins multicolores, on finit par ressentir le besoin de faire une pause, un arrêt sur image. Explorateur d'un nouveau monde,
On découvre alors, émerveillé, l'autre trésor de Beauregard. Après les portraits d'humains, de chiens et de fleurs, on est ébloui par tout un univers de vie et de couleurs. Là aussi, comme dans la galerie des portraits du château, c'est la diversité qui crée la beauté. Car Beauregard est un paradis pour les bourdons et les abeilles qui butinent paisiblement de jolies fleurs violettes. On trouve aussi ces étranges insectes d'onyx aux reflets d'opale, scarabées d'émeraude sertis d'ivoire et d'or, étranges libellules de jade aux ailes de diamant, papillons aux ailes de saphir de Ceylan. Si les insectes se plaisent autant à Beauregard, c'est parce que les jardiniers s'inspirent de la philosophie de Gilles Clément. Le célèbre paysagiste nous invite à intervenir le moins possible dans nos jardins et à laisser libres les plantes et les fleurs, libres de pousser comme elles veulent et là où elles veulent. Mais le travail humain reste nécessaire et à force de labeur et de patience, le résultat est là. C'est la rose du château de Beauregard. Créée en l'an 2000, c'est une rose au parfum délicat, à la couleur blanc-crème avec une charmante nuance de rouge cerise sur les côtés. Un vrai régal. Pour finir, j'ai voulu interroger Nanden Isartel, qui est notamment en charge de la communication à Beauregard. Elle nous résume parfaitement l'esprit du château, ou plus exactement, sa substantifique moelle. Les gens qui viennent ici, ils ne viennent pas seulement une seule fois, ils viennent plusieurs fois avec leurs amis ou seuls, parce qu'il y a toujours à apprendre, vous voyez. D'accord. C'est tellement riche. Voilà. Exactement. Profitons encore d'un moment de calme et de sérénité dans le parc, à l'orée de la forêt, près des ruines romantiques de la petite chapelle du XVe siècle. C'est ce que j'ai appelé l'instant magique de Beauregard. Voilà, j'espère que la visite du parc et du château de Beauregard vous aura plu et qu'elle vous donnera l'envie de venir passer quelques jours dans notre magnifique région. C'était une vidéo de Fabrice Marais, guide conférencier et créateur du site internet châteaudelaloire.fr. Je n'ai plus qu'à vous dire une chose, vive la culture, vive les châteaux et à très bientôt.